Salut les potes, bienvenue en bear market. Moi niveau crypto, j'ai tout revendu. Cette phrase, putain, je l'ai tellement entendue, que ce soit sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux. Il y a pas mal de créateurs de contenu que je connaissais pas, qui viennent d'arriver sur le marché, qui avancent cette hypothèse comme quoi le bull run serait terminé. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui les potes. Alors, cette vidéo représente pas un conseil en investissement, hein, tu me connais, on est toujours éthique. Mais le bull run, pour moi, eh bien, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'avancer des arguments, les miens, mais pas que. Tout simplement parce que vous verrez dans la vidéo, il y a une petite surprise. Je vous parle souvent de mon formateur crypto, l'inventeur du Seller Note. Merci à lui de sponsoriser cette vidéo tout d'abord. Et donc, mon premier formateur crypto eh bien, a accepté de venir nous donner sa vision des choses. Nous parler un petit peu d'alt season, de parler un petit peu de ce cycle, de parler tout simplement de sa vision pour ce marché sur ce cycle-là. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi, si tu me connais pas, moi c'est Stache, passionné de crypto. Ça fait un petit moment, ouais, ça commence à faire. Normalement, sur cette chaîne, tu découvres l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2. Mais pas que, du storytelling, des interviews, de l'actualité. Enfin, si t'es un fan de crypto, mon pote, t'es au bon endroit. Alors, oublie pas de t'abonner, de liker et de lâcher ton meilleur commentaire, tout simplement. Parce que c'est le métrique de YouTube. Si mes vidéos plaisent, s'il y a de l'interaction, s'il y a des échanges, etc., eh bien YouTube mettra ma chaîne en avant. Et c'est simplement un petit effort que je demande à la communauté et je vous en remercie pour ceux qui le font. Revenons-en à nos moutons. Est-ce qu'on est à la fin du bull run sur ce cycle 2024-2025? La réponse est non. Alors, d'un point de vue actualité, depuis le 30 janvier, le BTC est passé de 105 000 $ à 95 000 $ à l'heure actuelle, à peu près. Il est même allé frôler les 93 000 le 3 février. Alors, comme tu le sais sûrement, c'est dû au choix économique pris par le président Trump, qui a imposé 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois, ce qui a secoué l'économie mondiale. En ce qui concerne les matières premières, eh bien, les prix du pétrole brut ont bondi de 4% avant de reculer en raison de la baisse des droits de douane sur les importations énergétiques du Canada. Cependant, les prix des métaux, y compris l'or, l'argent et le cuivre, ont tous baissé en raison d'un dollar fort. Les marchés boursiers asiatiques étaient principalement en baisse lundi dernier, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines et européennes ont fortement baissé. Alors, autant que lors de son premier mandat, Trump, c'était un petit peu le gamin qui s'amusait avec une fourmilière, mais autant qu'aujourd'hui, il prend plutôt la place de l'adolescent, avec plus de confiance en lui, plus de connaissances et plus de caractère. Bien qu'il soit pro-crypto, du moins c'est ce qu'il avançait lors de sa campagne électorale, eh bien faut pas oublier que son objectif numéro 1 reste les USA. Et entre nous, il s'en tape totalement de bousculer les marchés mondiaux tant que ça profite à son pays. Et ce, même si ça parle du Bitcoin. Mais alors, d'un point de vue un peu plus général, est-ce que la sphère politique économique a propulsé le marché crypto vers la fin de son cycle haussier? Et est-ce que cette correction de 10% ne serait que le début? Déjà, en termes de vue d'ensemble, on va déjà se baser sur un détail technique. On va prendre en compte le timing de ce cycle par rapport au précédent en prenant comme indicateur primaire la date du halving. En sélectionnant simplement les jours qui suivent le halving, on remarque que les cycles de 2017 qui sont en orange, de 2021 qui sont en vert, eh bien, ils étaient très similaires. En ce moment, on est représenté par la courbe rouge. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que durant les deux précédents cycles, on a atteint un pic d'environ 240 jours après le halving, suivi d'une légère correction avant de repartir à la hausse pour finalement atteindre un sommet autour du 340e jour après le halving. Si on applique ce schéma au halving qui s'en vient, eh bien ça nous amènerait vers la fin mars, suivi d'une petite correction, puis on atteindrait le dernier souffle de ce cycle. Évidemment, c'est pas une science exacte, mais ces cycles sont étonnamment proches les uns des autres. Et cette information technique,
ça voudrait dire que je me suis totalement planté concernant la date de fin de bull run que j'avais faite dans une vidéo précédente. Mais perso, je préfère vous donner les infos exactes et que vous fassiez votre propre idée, plutôt que de jouer le coq et de dire que j'ai toujours raison. Parlons maintenant de l'évolution du hash rate et hausse du coût de la production. Le hash rate de Bitcoin, c'est-à-dire la puissance de calcul utilisée par l'ensemble des mineurs pour sécuriser le réseau, suit une trajectoire ascendante continue. Cette tendance implique une difficulté de minage toujours plus élevée. Pour miner un seul Bitcoin, les fermes de minage doivent investir davantage en matériel et en électricité. En pratique, le coût de production d'un Bitcoin augmente donc progressivement, imposant un plancher théorique de plus en plus élevé au prix de l'actif. Mais je pense que je vous apprends rien les potes. Autrement dit, si Bitcoin se négociait durablement en dessous de ce coût moyen de production, les mineurs se retrouveraient en situation de perte, ce qui finirait par réduire la puissance de calcul disponible et ajuster la difficulté jusqu'à rétablir un équilibre. À l'heure actuelle, plusieurs estimations situent déjà le coût de minage autour de 35 000 à 40 000 $. Cependant, chaque nouveau halving, tu le sais, c'est l'événement au cours duquel la récompense de minage est réduite de moitié. Chaque halving fait mécaniquement grimper ce prix de production. En 2028, il pourrait se situer dans une fourchette allant de 70 à 80 000 $, voire grimper même jusque 100 000, si la difficulté de minage, et donc le hash rate, continue de progresser rapidement. L'histoire montre que lors des précédents cycles, Bitcoin a souvent dépassé significativement la future valeur de production, celle anticipée après le halving suivant, avant de retomber dans un marché baissier. Au cours de chaque cycle haussier, Bitcoin finit par franchir un pic se situant au-dessus de la future valeur de production prévue pour le prochain halving. Ce phénomène d'excès haussier résulte notamment de l'engouement spéculatif et de l'afflux de nouveaux capitaux. Une fois que le sommet est atteint, la correction et le basculement en bear market ramènent souvent le cours en dessous de cette valeur de production, créant de nouvelles opportunités d'accumulation pour les mineurs. Si le même schéma se répète, on pourrait assister à une nouvelle phase de hausse marquée, suivie d'une forte correction. Un déroulement fidèle au cycle historique de Bitcoin. Troisième indicateur pour appuyer mes arguments, c'est la psychologie de marché. Bah ouais, mon indicateur clé allait forcément se retrouver dans cette vidéo. La masse, eh bien, elle est toujours pas présente dans ce cycle haussier, malgré quelques pics statistiques intéressants qui ont conduit à des petites corrections. Le Seller Note, outil que j'utilise et qui sponsorise cette vidéo, indique la note de 104 sur 500. Et hier, 84. Je te rappelle qu'au-dessus de 300, faut commencer à vendre. C'est pas un conseil en investissement, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire ces statistiques? Eh bien que les applications crypto ne sont pas téléchargées, que le Fear and Greed est bas et que les trends Google sont loin de parler de crypto. Je te rappelle que le marché se retournera une fois que la masse sera arrivée et que notre but, c'est de prendre l'argent des incultes. Je sais que cette phrase avait pas mal marqué sur les réseaux, alors je vais la répéter à nouveau. En cycle haussier crypto, ce sont nous, les personnes qui passons des heures à nous former, à établir une stratégie, à regarder des vidéos, à lire des graphiques. Ce sont nous, les investisseurs cultivés, qui prenons l'argent des personnes incultes, nouvelles sur le marché ou qui n'ont aucune stratégie d'investissement. C'est comme ça que le marché fonctionne et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Alors, attends un peu avant de motiver ton ex-femme à acheter ses premiers BTC, hein, parce qu'il faudra trouver des acheteurs un peu débiles pour acquérir les cryptos que tu voudras vendre au plus haut du bull run 2025. Donc vous le voyez, j'ai terminé avec mes arguments les potes, mais c'est pas terminé. Exceptionnellement pour cette vidéo, j'ai demandé à Thibaut, un de mes premiers formateurs crypto, qui est toujours formateur à l'heure actuelle et gérant du canal La Crypto Team ainsi que inventeur du Seller Note, eh bien de venir appuyer quelques arguments supplémentaires. De toute façon, tu vas le voir, mon pote, il a une manière de vulgariser les choses, de te faire comprendre facilement tous les arguments qu'il avance. Il a énormément de connaissances et c'est pour ça que ça me fait plaisir de le recevoir aujourd'hui. Ok les potes, alors petite surprise sur la vidéo du jour, hein. J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir mon premier formateur crypto, duquel je vous parle beaucoup dans mes vidéos, hein. Thibaut, comment ça va? Bah écoute, en pleine forme, j'espère que toi aussi, David, toujours de toute façon. Toujours, toujours, toujours. Alors, pour te présenter, moi, je sais que je te mets un petit peu en avant concernant le Seller Note, on en parlera plus tard, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours en crypto? Quel est Ouais.
la légitimité. Moi, je viens de l'investissement immobilier où j'avais démarré en 2011-2012. Investissement immobilier, j'étais assez jeune, pas mal d'erreurs notamment qui m'ont permis de bien comprendre ce que c'était que l'investissement de manière générale. Et j'ai découvert le milieu de la crypto en 2020 sur un timing qui était parfait. C'est ce qu'on appelle un énorme coup de chance puisque à la sortie du Covid, enfin ouais, à la sortie de la crise Covid, vraiment mars 2020, avril 2020, par là, j'ai fait mes premiers investissements. C'était sur Cardano à l'époque. Tu te rends compte? On en fait des erreurs. Non, je déconne. Et j'avais fait 50% de perf sur l'été alors que j'avais mis que 10 euros. Et en fait, je me dis, mais il se passe un truc. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gratter, comme beaucoup d'ailleurs. Et puis un an plus tard, je suis devenu formateur pour la plateforme pour laquelle j'étais client à la base. Simplement, je suis passé de l'autre côté. Je me formais et j'ai atteint un niveau qui était plutôt intéressant et notamment une logique de vulgarisation où les gens comprenaient ce que je disais quand je parlais de la crypto, ce qui est pas forcément très facile. Et à la suite de tout ça, en fait, j'ai passé la certification AMF, donc de l'autorité des marchés financiers, simplement pour me challenger en me disant, bah, est-ce que je suis vraiment légitime à être formateur en fait? Parce que bon, des formateurs, il y en a un paquet, il y en a des nuls, il y en a des très très nuls, et puis il y a quelques bons. J'ai aussi passé la certification de conseiller en investissement financier. Ça ne veut pas dire que je le suis, mais j'ai la possibilité dans les années à venir de pouvoir le devenir. Donc ça, je l'ai eu l'année dernière. Et puis j'ai aussi passé une certification de blockchain council, histoire de valider mon niveau en crypto, même si bon, c'est toujours un peu relatif parce que ça dépend un peu des diplômes. Mais voilà, 5 ans d'expérience dans le milieu à bloc et des formations hebdomadaires qui me permettent de me challenger intellectuellement sur des thèmes au fur et à mesure de mon apprentissage, parce que même quand on se dit formateur, c'est aussi important de mettre l'ego de côté et que quoi qu'il arrive, on est en permanence en train d'apprendre, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou quand même de voir cette implication que tu as dans le monde crypto et tu as créé ton canal Telegram, la Crypto Team. Ouais, bah 1500, je l'ai créé en juin 2020. Ouais, à l'époque, on était 10 et on s'est dit, bah tiens, on va parler crypto parce que comme on n'y comprend pas encore trop grand-chose, ça va être sympa. Et quelques années plus tard, toujours là, avec des points journaliers, et c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Ouais, de toute façon, moi je mettrai le QR code pour rejoindre directement la Crypto Team ou le lien dans la description de vidéo. Allez jeter un coup d'œil les potes parce que les infos partagées sont quand même quali, hein, on est d'accord. Et à préciser que la crypto team, je l'ai passé en privé, le canal, mais on peut le rejoindre via le lien, le QR code, parce qu'il y a des pubs sur Telegram, et je voulais pas, même s'il me filait un peu dessous ou quoi, je dis non, je veux pas de pubs random sur des mêmes coins qui n'existent pas, ou des rug pools à foison. Donc le canal, si les gens le cherchent directement, ça peut être un peu compliqué de le trouver, mais avec ton QR code ou avec le lien que tu peux mettre en description, il y aura pas de problème. Bon alors, fin du bull run, ça y est, on part en bear market. Allez, salut! C'est ça. Ouais, non, non. Enfin, évidemment, t'en as déjà parlé sur ta chaîne, mais sur la notion de psychologie, les gens pensent que c'est la fin, mais en fait, c'est toujours l'inverse de ce qui se passe. Enfin, les gens pensent un truc et c'est toujours l'inverse de ce qui se passe. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. C'est rigolo parce que quand on regarde, ne serait-ce que simplement les achats des fonds d'investissement sur l'année 2024 et le début d'année 2025, en fait, j'avais trouvé cette stat très intéressante. Sur l'année 2024, il y a 252 jours ouvrés, c'est-à-dire 252 jours du lundi au vendredi où les fonds d'investissement peuvent acheter du Bitcoin notamment ou de l'Ethereum via les ETF. Et il se trouve que sur ces 252 jours, il y en a eu 194 où les fonds d'investissement étaient à l'achat plus qu'à la vente. Ça montre un attrait quand même assez fort, notamment sur la fin d'année. Et il se trouve que sur le début d'année 2025, sur le mois de janvier et sur le début du mois de février, ben en fait, on est exactement sur les mêmes stats. Oui, il y a eu des journées où les gros n'ont pas acheté, mais la grande majorité des jours ouvrés depuis le début de l'année 2025, les mecs sont à l'achat. Donc si les gros sont à l'achat, on sait pertinemment que le marché va rester probablement haussier. Il y a plein de choses qui expliquent cela. Évidemment, l'élection de Trump est ce qu'on appelle un catalyseur, c'est quelque chose qui va favoriser une hausse. C'est pas ça qui l'a créé. Les gens ont tendance à un petit peu mêler les deux. Mais il y a un élément qui est important, c'est la politique monétaire au niveau international. Donc pendant 2 ans, on a fermé les robinets
Et on a dit non, 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 on vous donne plus d'argent parce on vous en a donné tellement pendant le Covid, les marchés sont montés, mais là on vous en a trop donné. Donc on ferme parce qu'il y a de l'inflation, tout ça. Sauf que là, ils sont en train de réouvrir les robinets petit à petit, ou du moins voilà, tranquillement. Et bah, ça, c'est hyper positif parce que quand il y a des robinets qui s'ouvrent un petit peu au niveau de la Fed, au niveau de la BCE, bah, en fait, c'est une grosse partie de cet argent-là arrive sur les marchés financiers. Et par extension, même si c'est pas la priorité évidemment, ça arrive sur le marché crypto. La vraie question à se poser, c'est dans quelle mesure cet argent-là qui vient sur les ETF, Bitcoin, Ethereum notamment, va se déverser sur le marché des altcoins. Et ça, c'est la question qu'on aimerait bien se poser. Mais quand tu vois le contexte géopolitique, ne serait-ce qu'avec les BRICS, qui cherchent un étalon monétaire, alors évidemment, Bitcoin pourrait faire office d'étalon monétaire, mais ils vont avoir plusieurs ressources. Ce qu'ils veulent, eux, c'est se dédollariser, sortir du dollar. Quant à une monnaie internationale qui peut s'échanger facilement, qui est limitée en nombre, avec toutes les qualités que peut avoir Bitcoin notamment, alors en fait, ça leur fait un repère très intéressant. Il y en aura d'autres. Bien évidemment, ils vont s'appuyer sur d'autres monnaies. Mais moi, je suis à la place de la Russie, de la Chine ou de l'Afrique du Sud, par exemple. Je veux me dédollariser. Ça s'appelle un boulevard, en fait, hein, ces choses-là. Donc non, il y a des choses qui sont très intéressantes qui se mettent en place. Il y a des choses au niveau des graphiques, il y a des choses au niveau du fondamental pur et dur. Et il n'y a aucune raison de penser que le bull run est terminé à l'heure actuelle, et notamment le désintérêt de la masse. C'est rigolo parce que c'est toujours comme ça. Enfin, je pense que tu le mesures au quotidien, David. Les gros achètent, comme je le disais. On peut le voir notamment sur le site CoinGlass et compagnie. On a toutes les stats en fait des gros qui achètent, les BlackRock et compagnie. Et de l'autre côté, avec les Google Trends ou avec ne serait-ce que le Seller Note qui mesure vraiment ça, tu vois la masse, mais qui s'en bat les steaks complets de la crypto, qui ne recherche plus sur Google le fait de est-ce que le prix du Bitcoin est monté et ainsi de suite. Là, en psychologie de masse, sur l'analyse notamment de tout ça, c'est intéressant parce qu'il y a deux phases. Il y a la première phase où les gens sont curieux, mais ne passent pas à l'achat. C'est exactement ce qu'on a vécu sur le passage grossièrement de 80 000 à 100 000 dollars, où les gens voulaient savoir le prix du Bitcoin, mais passaient pas forcément à l'achat. Ou un petit peu, mais voilà. Donc ça, voilà, c'était la première phase. Et normalement, pour passer en saison des altcoins et pour que tout pète derrière, il faut que ça soit enchaîné avec une deuxième phase où là, les gens passent à l'achat. Sauf qu'on a eu que cette première phase de curiosité, ce qui fait qu'après, le soufflet est redescendu. Et en fait, il va falloir repasser par cette phase de curiosité de Bitcoin, où là, probablement que le prix va monter, je sais pas moi, à 140, 150 000 dollars. Les gens vont se dire, oula, il se passe des choses. Et puis ça va continuer, 160, 170. Et là, ils vont se dire, eh, mais je veux pas louper le wagon. Et donc là, à ce moment-là, ils retournent sur Binance, ils retournent sur Coinbase, ils retournent sur crypto.com, ils achètent. Et là, les gros vont commencer à un petit peu se délester. Il va y avoir un rééquilibrage des balances. Et là, ça sera intéressant à ce moment-là d'agir parce que même bon, un investisseur, ça, 95% du temps, il ne fait qu'attendre finalement, attendre que ça baisse ou attendre que ça monte. Mais là, on sera dans une logique d'action à ce moment-là. Alors quand il faut sortir la boule de cristal à ce moment-là, je sais pas si t'as une boule de cristal chez toi, David. C'est leur note pour. Bien vu. Ah, c'est bien placé. J'avais même pas pensé sur ce placement de produit magnifique. Mais, mais ouais, non, mais alors, évidemment, le seller note est là pour ça. Ça, c'est une certitude. Moi, je me projette plutôt sur la fin du premier semestre 2025, donc grossièrement le mois de juin à peu près. Je me dis qu'une saison des altcoins à ce moment-là, ça peut être cohérent. Après, j'ai envie de te dire, si elle arrive au mois d'octobre, moi, tant qu'elle arrive, je suis content. Ouais. Faut aussi se relativiser sur ça. On va faire des multiples qui sont quand même relativement conséquents. Si on a un plan qui est solide, c'est un game changer. Moi, je sais qu'il y a une grosse partie de ma vie qui va changer après tout ça. Ouais. Donc, je suis aussi concentré sur ça et que si je dois attendre un petit peu, bon bah voilà, faut simplement faire preuve de patience. Et c'est vrai que le seller note, comme je fais quelque chose de quotidien en termes de notation, donc la note sur 500 qui permet de savoir comment est le marché et est-ce qu'il faut tout vendre ou pas, sell or not, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça. Bah, en fait, c'est rassurant beaucoup et d'avoir un repère, de se dire bon bah est-ce que c'est le moment de vendre, est-ce que parce que Bitcoin a atteint les 130 000 dollars et qu'on commence à en parler autour de moi et ainsi de suite. Les algorithmes des réseaux sociaux sont tellement bien faits que quand on est en crypto ou qu'on commence à être investisseur crypto, on a l'impression que tout le monde autour de soi est en crypto. Mais Ouais. il faut savoir prendre du recul et avoir des indicateurs qui sont objectifs sur tout ça.
Et c'est pour ça que le seller note est très intéressant, parce il vient prendre plusieurs indicateurs, les regrouper en un seul, et derrière, ça te donne une note sur 500 qui te permet de savoir vraiment où on en est, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, de toute façon, pour montrer patte blanche, hein, je l'ai payé, moi, le seller note, tu vois. Ça Et veut dire. c'est vrai. Ah ouais, mais ça veut dire. Avec le code de 2 euros, quand même. Avec la réduc de Non, 2 bah euros. non, moi, je l'ai payé plein pot, les gars. Je l'ai payé plein pot, j'ai eu aucune réduc, hein. C'est un scandale. Ben ouais, mais tu vois, ce sont des outils comme ça, en fait, qui te permettent de préparer ta fin de bull run. Même, t'as d'autres outils, je suis certain, qui sont exceptionnels, qui peuvent te permettre de trouver des pépites et autres. Mais je sais que, voilà, moi, perso, c'est le seller note que j'utilise. Mais je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, au niveau des grandes institutions qui continuent d'acheter Bitcoin via les ETF. Tu penses qu'ils vont arrêter pendant le bear ou au début de la correction bear market? Ah bah c'est même eux qui ont créé ça. C'est eux qui seront à l'origine du rééquilibrage, en fait, si tu veux. Euh, et c'est là où on pourra le voir. À l'époque, il y avait un graphe de Grayscale, donc le fonds d'investissement qui était le fonds d'investissement numéro un en crypto. Et tu voyais en fait qu'ils avaient acheté Bitcoin jusqu'à, de mémoire, ça devait être février 2021, tu vois. Et qu'après, ils se délestaient tranquillement du Bitcoin jusqu'à un moment, tu vois, se délester. Alors pas complètement de leur position, mais voilà. Donc c'est intéressant de voir les équilibres. Et tu dis février 2021, le premier top de Bitcoin, c'est avril 2021. Ça doit être 19 avril 2021, quelque chose comme ça. Je Ouais. parle pas du top de novembre, parce que c'était quand même un peu particulier, les conditions de marché là. Mais on était en février 2021, on était en tout début de saison des altcoins, voire même un peu de saison des altcoins. On avait commencé à faire des multiples sur notre portefeuille. Et voilà, donc en fait, c'est intéressant de voir le comportement des gros. Donc là, c'est pour ça, moi, le site coinglass.com, sur la rubrique ETF, en fait, je vais le voir pas tous les jours, mais je vais voir plus ce site-là que mon propre portefeuille. Ouais. Parce que pour moi, c'est un vrai indicateur pour savoir ce que font les gros. Et c'est dingue, mais c'est toujours comme ça. Enfin, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers, et notamment en crypto, mais aussi un peu en bourse. Mais c'est un truc de fou. C'est à se taper la tête contre un mur, tellement c'est toujours la même chose, quoi. C'est que les gros achètent, et quand ils ont décidé de plus acheter, il va y avoir une phase d'équilibre, et à un moment, ils vont commencer à vendre, et les petits vont vraiment rentrer fortement à ce moment-là. C'est à ce moment-là que ton garagiste te parle de Bitcoin et compagnie. Et c'est toujours la même chose, quoi. Et en fait, moi, je me dis, je préfère suivre cet indicateur. Et admettons, je fais x5 sur mon portefeuille, ce qui est déjà formidable. Bah, en fait, moi, je suis content. Et oui, il y a sûrement des gens qui vont réussir à faire x10, à faire x15, à faire x20. Il y a toujours des mecs comme ça. Première chose, c'est est-ce qu'ils vont réussir à vendre à ce moment-là? Et deuxième chose, admettons, ils ont vendu à x20. C'est formidable pour eux. Mais moi, à titre personnel, est-ce que c'est eux qui vont payer mes factures? Est-ce que c'est, voilà, en termes de prise de risque et tout ça, là, est-ce que c'est eux qui vont assumer? Est-ce que c'est eux qui vont se faire un peu dans leur froc quand ça va vraiment commencer à puer? Bah, en fait, moi, je préfère être tranquille là-dessus. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie d'aller chercher un multiple qui est extraordinairement haut, parce que je sais que j'en ai pas besoin pour changer ma vie. C'est plus Ouais. dans ce sens-là. Voilà. Et après, c'est sûr que s'il y a des gens qui ont mis 200 balles en crypto et qui espèrent faire fois 100 sur l'ensemble de leur portefeuille pour espérer d'avoir 20 000 balles et changer un peu de leur vie, bon, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et ils vont probablement se faire avoir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je reviens aussi sur ce que tu disais au niveau de l'ouverture des vannes. C'est Ouais, exactement ce qu'on a vécu lors du cycle précédent avec toutes les primes qui sont tombées pour le ouais. Covid, etc. C'est dès qu'il y a de l'argent qui rentre, il est souvent dispatché sur des actifs financiers ou sur de l'investissement. Et la crypto, voilà, quand tu étais chez toi pendant le confinement, que tu n'avais rien d'autre à faire que de t'intéresser à Internet, la crypto, c'était le bon plan. Et aujourd'hui, on a tellement avancé d'un point de vue fondamental, d'un point de vue quand même connaissance de la masse qui est bien plus développée qu'il y a 4 ans. Cette dispatch d'argent va finir par arriver. Va finir par arriver. Et- Bah, on verra après, en fait, on a quand même pas les mêmes conditions que pendant le Covid, mais on verra quand même parce que justement, ça devrait venir contrebalancer avec cette notion de connaissance. Il y avait plus, à l'époque du Covid, il y avait plus d'argent potentiel sur le marché, mais il y avait moins de connaissances. Du coup, tu avais moins tendance à mettre sur le marché. Là, tu auras probablement moins d'argent qui vont arriver sur les marchés, mais tu as une meilleure connaissance.
Ouais. Donc en fait, l'un dans l'autre, ça peut être équivalent. Mais il faut aussi penser à un truc, c'est que on tourne la vidéo quasiment enfin, au 10 février pour être transparent avec les personnes qui nous regardent. Le marché crypto, aujourd'hui, ça doit être 3300 milliards de dollars. Il faut savoir que 3000, autour de 3300 milliards de dollars, c'est le top du précédent marché en fait. On était au top du top à 3300 milliards de dollars, donc c'est des chiffres qui sont un peu compliqués à imaginer d'ailleurs dans notre tête. Là, à l'heure actuelle, on est au même niveau et tout le monde s'en bat les steaks. Et on a Bitcoin qui est autour de 100 000 dollars. Et on a Solana qui a fait un ATH il y a 15 jours de cela, 270 dollars. Pas dans l'intimité la plus totale, mais de se dire qu'en fait, il y a quand même un potentiel d'adoption qui est vraiment très conséquent là-dessus. Et on verra ce que ça va donner, mais voilà, moi je suis plutôt confiant. Ouais, 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 je suis exactement du même avis que toi, hein. J'avais fait une petite vidéo, alt season, pas d'alt season, t'en penses quoi? Un super cycle ou pas? Une petite idée là-dessus? Bah, super cycle sur Bitcoin, si Trump commence à mettre du Bitcoin en réserve stratégique, ça veut dire que d'autres pays vont le faire, parce que il y a les leaders et les suiveurs, et il y a des pays qui ne peuvent pas prendre le risque de ne pas suivre cette politique, parce que s'ils prennent trop de retard derrière, ils sont morts. Donc ça peut créer une vague énorme en fait d'adoption de Bitcoin là-dessus. Si c'est le cas, les projections en général, c'est entre 400 000 et 500 000 dollars l'unité pour Bitcoin. Donc autant ça, je ne l'imaginais pas, où c'était vraiment très très faible en termes de probabilité, autant là, je me dis qu'il y a quand même une vraie probabilité. Alors je dis pas qu'il y a 90% de chance, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, si je l'estime au pifomètre avec le doigt en l'air et avec un, tu vois, pour voir un peu, je me dis si jamais, est-ce qu'il y a 40% de chance que Bitcoin atteigne 400 000 dollars avec ce scénario? Bah ouais, quoi. Après, la clé, c'est les flux financiers. Dans quelle mesure vont-ils se déverser sur le reste du marché? Parce que là, grossièrement, tu vas avoir un ETF Solana et un ETF XRP qui vont être validés probablement avant le mois d'août. Je crois que là, il y a une deadline particulière qui doit être au mois de juin. Et il y a de très fortes chances qu'à ce moment-là, on accepte Solana et XRP et on va avoir une anticipation du prix. Donc, grossièrement, à partir du mois de mai, on va avoir Solana et XRP qui vont réaccélérer fortement. C'est très probablement ce qui va se faire, comme ce qui s'est passé avec Bitcoin d'ailleurs. Et, euh, et tu te dis, ok, c'est top alt, oui, il n'y aura pas de problème, ça va péter. Après, c'est dans quelle mesure ça va se déverser sur le reste. Et là, honnêtement, bien malin, celui qui arrivera à trouver la solution. Parce que ce qui reste sur les ETF spot Bitcoin, ça reste le monde traditionnel, quoi. Ouais. Ça reste un produit financier sur les marchés traditionnels. Et il n'y a pas de passerelle pour aller chercher les alts, hormis d'autres ETF comme Solana, XRP ou ETH, ou peut-être d'autres d'ici là. Mais je suis curieux de voir. Je pense qu'il va y avoir de la prise de profit et après du rééquilibrage sur d'autres positions sur les altcoins. Moi, je suis plutôt d'avis de se dire qu'on peut avoir un super cycle sur Bitcoin et avoir un cycle intéressant, normal, un peu à l'image de ce qu'on a eu en 2021 ou peut-être un petit peu moins puissant sur sur les alts. Et après, personnel, j'avais fait x12 en 2021 avec beaucoup moins de connaissances et beaucoup d'erreurs. Et heureusement que le mois de novembre 2021 est arrivé pour me faire prendre profit parce que je m'étais fait avoir en avril. Mais parce que voilà, moi ça va être l'objectif. Et si c'est ça, bon voilà, je suis un peu peut-être, je vends moins de rêves que certains sur YouTube là. Coucou Yann Darwin et Christopher Wangen par exemple. Mais j'essaye d'être le plus lucide possible avec le plus d'éléments factuels possible. En fait, c'est surtout dans ce sens-là. Et voilà. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, mais ouais, je pense plutôt comme ça. Ouais. Ouais, 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 je suis totalement de ton avis. Au niveau de la alt season, après, avec la dilution, avec le nombre de projets crypto différents qui Ouais. existent sur le marché et l'appât du gain des petits sur des mêmes coins totalement pourris. Voilà. On en aura une d'alt season, j'espère. Pareil, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais elle peut être différente de celle de 2021. Ouais, je suis d'accord avec Ouais, toi. le sera, c'est comme 2017, c'était différent de 2021. Enfin, tu vois,
grossièrement, 2017, tout pétait, c'était lunaire, ça avait aucun sens, avec les ICO notamment. Après 2021, tu sentais qu'il y avait des thèmes et des narratifs qui étaient plus présents que d'autres, mais grossièrement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont pété en 2021, mais tu sens que le prisme se réduit et que là, tu te rends compte que si tu es exposé sur ton portefeuille à des blockchains de layer 1, layer 2, hors Solana et hors Sui, bon bah ton portefeuille il a pas progressé quoi ou très peu. Ouais. Et donc il faut aller sur les narratifs en fait. Tu vois, moi il y a des gens qui me montrent leur portefeuille et qui me disent ah qu'est-ce que t'en penses? Je dis bah tu fais ce que tu veux mais si t'es pas placé sur les narratifs, moi ça me crève le cœur d'avoir du Solana et des mêmes coins dans mon portefeuille. Tu le sais David, j'ai vogué contre Solana. Je trouve ça débile d'avoir un projet qui plante un nombre de fois, je sais plus, ils sont à 17 ou 18 pannes du réseau, obligé de, enfin bref, centralisation maximale, enfin bah, c'est une catastrophe. Mais les gens sont derrière Solana et Trump s'est dit qu'il allait utiliser Solana. Bon bah écoute, ça me fait mal au cœur, mais là il faut pas mettre de l'émotionnel dedans, il faut être en tant qu'investisseur, il faut réfléchir en tant qu'investisseur. Où vont les flux financiers? Vers Solana, vers les mêmes coins. Eh ben tant pis, j'en mets dans mon portefeuille. Je prendrai mon épingle du jeu et terminé. L'objectif d'un investisseur, c'est pas forcément d'être absolument en accord avec l'ensemble de ses valeurs fondamentales par rapport au projet, c'est d'arriver d'un point A à un point B avec plus d'argent au point B qu'au point A. C'est aussi simple que ça. Bon, ben voilà, je me mets dans ce métier-là et je fais mon travail comme il le faut. C'est un peu avaler une couleuvre, mais bon, si c'est que ça va quoi. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on en a discuté en quelques mots tout à l'heure. Par rapport à toutes tes connaissances, par rapport à tout ce que tu partages depuis ces années, là, tu as décidé de créer le Seller Note. Ouais, Pourquoi? bah c'est très simple. À la base, c'est une demande vraiment personnelle. En fait, je me posais la question, je me dis, le Fear and Greed, on le connaît tous, ça mesure le niveau d'euphorie du marché, sauf que Bitcoin arrive à 100 000 dollars, personne n'en parle, et tu vois le Fear and Greed qui est à 92 sur 100. Et tu Ouais. dis, mais ça manque de sens. Ça veut dire que le Fear and Greed, dans son calcul particulier, vient chercher les informations, notamment à travers les réseaux sociaux, pour les gens qui parlent de Bitcoin. Mais ça veut dire qu'il vient pas chercher les informations des gens qui sont en dehors du marché. Comment tu fais pour calculer ça? Le Fear and Greed ne le fait pas. Mais le Fear and Greed est quand même un indicateur important. Et je me dis comment on fait pour mesurer l'impact des gens qui ne sont pas encore sur le marché. C'est là où j'ai intégré donc les Google Trends, les recherches Google. Quand tu tapes Bitcoin ou Coinbase, qui est la porte d'entrée principale aux États-Unis pour les gens qui veulent acheter de la crypto. Donc il fallait un marché représentatif. C'est aussi pour ça que j'ai pris les États-Unis sur cette partie-là. Et donc du coup, ça m'a permis de créer le seller note dans ce sens-là. Et puis il y a aussi une chose importante, c'est que les gens, quand ils veulent acheter, ils font quoi? Soit ils cherchent sur Google une plateforme, Coinbase, Robinhood, encore plus, ultra gamifié. Donc là, c'est la pure masse, c'est vraiment la masse de la masse qui vient sur Robinhood. Donc quand ça, Robinhood accélère, on sait que voilà. Si certains veulent aller regarder le reportage de GameStop sur Netflix qui est formidable, ça leur donnera un petit peu d'ordre d'idée. Et puis donc du coup, j'ai intégré, je me suis fait un barème aussi pour les applications téléchargées sur l'App Store aux États-Unis, en fait, de manière journalière. Et en fonction de s'il y a une application, s'il y a crypto.com qui intègre le top 50 des applications aux États-Unis, ben, ça rapporte un certain nombre de points. Ça me donne une note sur 100. Et en fait, avec l'ensemble des indicateurs, ça me donne une note sur 500. À 300 sur 500, ça commence à puer un peu du cul. On est au début de l'alt season. Et à 400 sur 500, là, ça pue clairement du cul et ça, pardon des mots, mais on a 15 jours pour se barrer, quoi. Grossièrement, c'est ça. Et donc, du coup, ça permet de se rassurer aussi, de se dire, de comprendre quel est le niveau d'intérêt de la masse et en fonction de ça, d'ajuster ses actions et notamment l'action de vente. Ouais, tout à fait. Mais c'est ce que j'utilisais un petit peu dans ma mise en avant du produit Seller Note, tu vois, c'est que tu l'as vu, c'était en décembre où ouais, le Seller Note, lui, était passé au-dessus de 200, Ouais, 215, etc. Il y a eu une correction derrière. ouais, Donc ça montre réellement que l'intérêt de la masse a un effet non négligeable sur le marché crypto.
Oui, et d'ailleurs, on l'a pu le voir avec l'élection de Trump et le même coin. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu une hype. Donc c'est intéressant parce que le Seller Note a réagi. Le Seller Note a touché, il me semble, 220 ou 230 sur 500. Mais on voit que c'était une simple hype éphémère et ça n'a pas poussé. Le Seller Note est redescendu automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le Seller Note prend des indicateurs, notamment à travers les applications téléchargées et les plateformes, en fait, on voit que c'était pas une saison des altcoins, c'était pas un top de cycle, parce que le seller note n'avait pas poussé jusqu'au bout en fait, parce que il prend des indicateurs. Quand je parlais de la plateforme Robinhood, typiquement, enfin, je veux dire, quand on a des recherches Google de Robinhood qui sont à moins de 15 sur 100 sur la note de base du seller note, ben en fait, on sait que la masse, la pure masse, là, les mecs qui sont là et qui font à la fois des lotos paris sportifs, qui jouent aux cartes, qui font du poker en ligne, et tous ces profils-là, qui sont des profils de la masse, qui vont se faire démonter à la fin du bull run, mais en fait, ils sont pas là, ils sont pas encore là. Et quand ces gens-là arrivent sur le marché, bon, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment partir, parce que là, voilà, mais ces gens-là vont sur des plateformes de base comme Revolut, comme Robinhood, acheter leur crypto, en fait. Putain, c'est génial, tu vois, toute cette connaissance. Ça me fait toujours plaisir d'avoir Thibaut en conversation parce qu'on a plein de potins à se raconter, mais aussi, vous voyez, il s'est présenté comme un vulgarisateur du monde crypto. Ça s'entend clairement lorsque tu parles, hein. Ah bah écoute, c'est le but, heureusement, mais tu sais que c'est pas facile, hein, parce que à force d'avoir des connaissances, il faut réussir à toujours vulgariser, et des fois, ne serait-ce que juste des anglicismes ou quoi, c'est un challenge de tous les jours, de tous les instants, pour pouvoir bien rester avec un langage compréhensible tout en montant son niveau de connaissance. C'est un challenge, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, et c'est un vrai plaisir de faire tout ça. Ouais, c'est top en tout cas. Merci d'avoir pris du temps. Les potes, n'oubliez pas que pour le Seller Note, vous avez le lien en description avec le code STASH. Vous avez une petite réduction de 2 euros. Ça se prend. Euh, voilà, merci Thibaut. Merci du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir, comme je disais, de discuter avec toi. Et ça fait plaisir, ce partage de connaissances. Donc, Eh ben, écoute, avec plaisir, mon cher David, toujours présent, toujours là, voilà, toujours vivant, toujours debout, comme dirait Renaud. au top. À plus, mon pote. Salut, ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo les potes, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas, aucun conseil en investissement dans celle-ci. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, moi ça me fait toujours plaisir. Et voilà, pour ces derniers mois de bull run, n'oublie pas d'enregistrer tes ordres. N'oublie pas de diversifier sur plusieurs stablecoins. N'oublie pas de diversifier sur plusieurs exchanges si tu n'as pas de cold wallet. Et tout devrait bien se passer pour toi. Ciao l'équipe, prenez soin de vous.